Alors, je suis ravi de vous accueillir au musée de Picardie à Amiens, où se tient une exposition consacrée aux puits d'Amiens, qui sont des grands tableaux de dévotion à la Vierge offerts de la fin du Moyen-Âge à la Révolution. Cette exposition a été pensée dans le cadre des 800 ans de la cathédrale d'Amiens que nous avons fêté en 2020 et pour rendre hommage à cet anniversaire, nous avons organisé cette exposition avec ce sujet très lié à la cathédrale. C'est une confrérie qui a existé de la fin du XIVe siècle jusqu'à la Révolution française et qui avait la particularité d'organiser notamment des grands concours de poésie dédiés à la Vierge, évidemment des offices religieux, des banquets, des moments de sociabilité, mais également qui avait une particularité qui nous intéresse tout particulièrement, qui était celle d'exiger la commande tous les ans d'un tableau en l'honneur de la Vierge à l'enfant offert à la cathédrale d'Amiens et accroché dans la cathédrale d'Amiens. Alors les puits d'Amiens, la confrérie, existe depuis 1388, c'est la date la plus ancienne pour laquelle on a une certitude que le puits existait. En revanche, le plus ancien tableau conservé date lui de 1438, donc un peu plus tard. Et l'essentiel des tableaux conservés aujourd'hui se répartissent entre l'extrême fin du XVe siècle et le milieu du XVIIe siècle. Et ces tableaux sont effectivement une source très précieuse à plus d'un titre, alors en histoire de l'art naturellement, mais également pour toutes sortes de domaines de l'histoire sociale, l'histoire religieuse, l'histoire culturelle, politique également, parce que des allusions ou parfois même des iconographies faisant référence à des événements précis sont incluses dans ces tableaux. Et donc sont vraiment également des témoins de l'histoire de la ville sur plusieurs siècles. On voit les Amiénois, déjà les Amiénois du temps, et on suit les péripéties de l'histoire d'Amiens tout au long de la fin du Moyen-Âge, du XVIe et du XVIIe siècle. Les puits d'Amiens partagent tous le point commun d'être des œuvres de dévotion à la Vierge et plus spécifiquement à la Vierge de la Purification. La Purification, c'est la fête que l'Église célèbre le 2 février, qui est également appelée la Chandeleur, et donc une fête autour de la Nativité. Donc c'est une Vierge à l'enfant qui est représentée quasi systématiquement sur les puits d'Amiens, et une Vierge à l'enfant entourée de compositions assez riches, mais systématiquement du commanditaire du tableau, qui est à chaque fois représenté tenant un phylactère sur lequel est inscrite une devise qui l'accompagne toute l'année de sa maîtrise et qui permet pour nous, c'est très précieux, d'identifier le commanditaire et d'identifier l'année durant laquelle le puits a été peint et accroché à la cathédrale. Alors dans cette première partie de l'exposition, nous présentons les premiers vestiges, les plus anciens témoignages de la commande artistique liée au puits Notre-Dame conservés aujourd'hui. Et parmi ceux-là, le plus ancien, c'est le puits qui se trouve juste ici, le puits qu'on appelle le puits de 1437, car il a été offert par le maître élu cette année-là. Et c'est un tableau très intéressant pour plusieurs raisons pour notre sujet. La première, c'est qu'il montre que la commande de tableau est très ancienne et apparaît finalement très vite après la création de la confrérie, parce qu'elle naît elle-même vers 1388, et donc on voit que 50 ans plus tard, les maîtres commandent déjà des tableaux, et des tableaux d'une très grande qualité et d'une grande richesse, notamment iconographique, ce qui montre qu'a priori la commande était déjà bien instituée. Et c'est un tableau également passionnant parce qu'il est antérieur à la règle inscrite qui veut que le maître de chaque année commande un tableau. Donc on voit que la pratique existait avant, même que la règle ne soit inscrite en 1451 dans les archives de la confrérie. Et enfin, il nous apprend que la confrérie était dès cette époque très liée à la cathédrale Notre-Dame, à un moment où elle n'était pas encore fixée de manière définitive dans la cathédrale, et ce par son iconographie, tout simplement parce qu'on voit que la scène se passe dans une architecture gothique qui est très reconnaissable, c'est celle du chœur de la cathédrale d'Amiens. Et ce tableau nous apprend également que la composition, en tout cas les grands traits de la composition des puits, s'est fixée finalement très tôt et n'a que peu varié au fil du temps, et elle est faite de deux éléments principaux. Le premier, une Vierge à l'enfant, représentée de manière souvent très originale,
et assez complexe. Et le deuxième élément fondamental, le commanditaire agenouillé au pied de la Vierge, auprès duquel se trouve un long phylactère, une longue banderole de parchemin sur lequel est inscrite sa devise, qui nous permet, en confrontation avec les archives, de déterminer son nom, donc son identité, la date à laquelle il a été élu et donc à laquelle il a commandé son tableau, et enfin, du coup, d'identifier le tableau, parce que la simple lecture du registre, en comparaison avec le phylactère inscrit sur le tableau, permet de dater le tableau, ce qui pour des époques comme celle que nous avons là, donc premier tiers du XVe siècle, n'est pas si fréquent. Les tableaux documentés ne sont quand même pas légion pour la fin du Moyen-Âge. Alors ce tableau a été retrouvé dans les années 1930, il avait quitté Amiens, on ne sait pas bien quand, mais depuis bien longtemps. Il avait été acquis par le musée du Louvre, qui l'a identifié justement grâce à ce phylactère, à cette devise inscrite dessus, et c'est la première fois qu'il regagne Amiens depuis sa redécouverte et son identification dans les années 1930, le Louvre nous ayant très généreusement concédé le prêt de ce tableau rare et fragile. Alors, parmi les plus anciens témoignages de l'activité artistique de la confrérie du Puy, il y en a un qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est ce gigantesque manuscrit qui provient de la Bibliothèque nationale de France, qui nous l'a prêté exceptionnellement pour cette exposition. Et c'est un manuscrit qui est particulièrement précieux parce que si les premiers témoignages de la confrérie sont très mal conservés, très peu conservés, ce manuscrit-là comble un vide immense parce qu'il est en fait un recueil de 47 puits d'Amiens qui ont été copiés durant l'année 1518 pour les regrouper sous forme de volumes et pour les offrir à un personnage illustre, en l'occurrence Louise de Savoie, qui est la mère du roi de France, François Ier, à laquelle l'ouvrage a été offert par les échevins, donc le conseil municipal de la ville d'Amiens en 1518. Alors cette commande en fait avait été sollicitée par Louise de Savoie, qui avait visité Amiens en 1517 avec la cour lors d'un voyage du roi dans la capitale picarde. Et elle avait été, d'après ce que nous disent les archives, particulièrement impressionnée par la collection des puits d'Amiens qui était accrochée dans la cathédrale, et elle avait émis le souhait d'en conserver une copie. Et évidemment, les échevins ont répondu à son souhait et ont commandé ce gigantesque manuscrit, vous voyez ses proportions, alors non pas à un atelier amiénois, parce que les archives nous disent qu'à l'époque, il n'y avait plus de peintres de manuscrits suffisamment capables pour faire ce genre d'ouvrage, mais à un atelier parisien, celui de Jean Pichor, l'un des grands et gros enlumineurs parisiens de l'époque. Et alors ce livre représente, comme je le disais, 47 puits d'Amiens, copiés ou pour mieux dire interprétés de manière réduite et assez condensée, mais malgré tout on conserve grâce à lui 47 iconographies qui sont toutes assez originales et qui montrent justement la grande richesse, notamment la grande richesse créative qu'a pu susciter cette commande du puits d'Amiens autour d'un thème finalement assez répétitif qui est la Vierge à l'enfant, et les maîtres et les peintres sollicités trouvent chaque année des idées assez originales pour la mettre en valeur. Et alors là on l'a ouvert à une page assez amusante qui représente le puits de 1507, puits qui avait été commandé par un certain Nicolas le Boulanger, qui de son état était marchand, et en particulier marchand de fer. Et il avait décidé de rendre hommage à sa profession en quelque sorte en nous représentant la Vierge tenant un Christ enfant posé sur une enclume qui est en train de se faire marteler par les vertus qui portent tout un petit marteau de forgeron et qui sont en train donc de marteler le souverain chef-d'œuvre comme c'est écrit dans le manuscrit. Donc voilà, un manuscrit qui a la grande vertu de nous permettre de beaucoup mieux connaître la confrérie, et également, autre grande vertu, de nous avoir conservé des textes, parce que comme je le disais au début de ma présentation, le puits d'Amiens a commandé beaucoup d'œuvres d'art, mais son activité fondamentale était quand même une activité littéraire et une activité organisée des grands concours de poésie tous les ans. Et évidemment, les poèmes ont pour beaucoup disparu, mais là, ce manuscrit nous consigne également les textes de ces poèmes, et donc on peut mettre en regard littérature savante et peinture, formant finalement un tout et ornant la cathédrale. Alors, avec le puits de 1518 s'ouvre une période très faste pour la confrérie du Puy, et nous avons un certain nombre de tableaux conservés pour cette fin du premier quart du XVIe siècle. Et le puits de 1518 est véritablement le grand chef-d'œuvre de la commande artistique du Puy conservé aujourd'hui.
et un tableau qui est très intéressant à plusieurs points de vue, et tout d'abord parce qu'il a donné son nom à un peintre malheureusement toujours anonyme, mais un peintre dont le nom de convention est Maître d'Amiens, qui est un nom relativement trompeur, parce qu'en fait il n'est pas du tout amiénois. Et ce qui est intéressant, c'est justement de constater que dans ces années 1518, un peu avant 1520, on a recours à des peintres qui ne sont plus des peintres locaux. Jusque-là, même si on n'a pas conservé d'archives nous donnant des noms de peintres précis, on voit que le style des œuvres montre bien qu'on recrute dans le vivier local. Avec le Puy de 1518, les choses changent un petit peu. On a affaire à un peintre dont le style permet de comprendre qu'il est certainement plutôt néerlandais, mais en tout cas formé à Anvers et formé dans l'atelier d'un certain Jan de Berck, qui est le peintre, l'un des grands peintres d'Anvers dans ces années 1510-1515. Et c'est un style qu'on qualifie de maniérisme anversois, vous voyez, très foisonnant, très exubérant et extrêmement virtuose d'un point de vue de la technique picturale, avec un intérêt porté au portrait, mais également un intérêt porté à la perspective, au paysage, et également à ces figures, notamment ces allégories féminines qui encadrent la Vierge, avec des costumes assez extraordinaires, des attitudes sinueuses, un style voilà, très riche, très luxueux. Ce qui est très intéressant aussi dans le Puy de 1518, c'est de voir que le portrait collectif gagne vraiment une importance fondamentale dans ces puits d'Amiens, et que, en plus d'être des magnifiques tableaux de dévotion à la Vierge, les puits sont aujourd'hui des témoignages irremplaçables de portraits de la société, alors évidemment du haut de la société, de la notabilité amiénoise, mais des véritables portraits de groupe d'une partie des Amiénois qui vivaient en ce temps-là. Et tout le registre inférieur en fait est constitué du portrait du commanditaire, bien reconnaissable à son prie-dieu et puis au fameux phylactère sur lequel est inscrite sa devise, et également son épouse, mais aussi toute sa famille, toutes ses relations sociales finalement. Donc on a un portrait de la notabilité représenté évidemment à son avantage au pied de la Vierge, dans le but d'être accroché et visible de tous les concitoyens amiénois dans la cathédrale, sans limite de temps, parce que les puits n'avaient pas vocation à sortir de la cathédrale. Alors, ce qui était aussi assez intéressant avec ce puits, c'est de voir que l'actualité politique intéresse visiblement les commanditaires et qu'ils ont le souhait de la transcrire dans leur tableau. Donc là, en 1518, on le voit bien, avec le portrait de François Ier, que vous reconnaissez avec son manteau fleur-de-lysée dans la partie droite du tableau, mais également par un détail intéressant qui est la représentation à l'opposé de Charles Quint couronné empereur. Et c'est a priori la première occurrence d'un portrait de Charles en tant qu'empereur, donc en tant que Charles Quint véritablement, conservé aujourd'hui, car il était élu à peu près au moment où le tableau a été peint, c'est-à-dire à la fin du printemps 1519, sachant que le Puy de 1518 est peint en 1519, il faut toujours ajouter un an. Mais en tout cas, voilà, on voit que le maître de l'année a eu à cœur de représenter l'actualité politique, évidemment déterminante pour l'histoire de l'Europe de son temps, qui était l'élection impériale. Si le premier quart du XVIe siècle était relativement riche en témoignages de la confrérie, ce n'est pas le cas de la suite du siècle. Entre 1525 et 1600, on ne conserve que très peu de tableaux. En fait, on conserve un tableau complet, 2 fragments, et la photo d'un tableau malheureusement disparu, il a brûlé dans une église de la Somme en 1915, mais heureusement, dans ce grand vide, on conserve un tableau très intéressant qui est celui de 1548, donc le tableau qui est ici, qui a été offert par un certain Jean Cousin, qui était prêtre et maître de la confrérie cette année-là, et qui, outre qu'il est intéressant par son style, qui dénote un intérêt certain pour le maniérisme hérité d'Italie et du chantier de Fontainebleau, montre également un intérêt pour la politique du temps, pour notamment les conflits religieux du temps, prégnants dans le choix de l'iconographie. On voit que le maître de cette année-là a fait le choix d'une iconographie sous forme d'un grand triomphe, et d'un triomphe qui n'est pas anodin, c'est un triomphe de la religion sur l'hérésie. Et c'est un moment, les années 1540 finissantes, où la Réforme a fait beaucoup d'adeptes, et en particulier à Amiens, la Réforme connaît un succès certain. Et donc le maître de cette année-là, prêtre qui plus est, comme je le disais, a à cœur d'utiliser la commande du tableau auquel il doit se soumettre pour faire passer un message qui est assez explicite, c'est qu'il faut terrasser la Réforme. Et en l'occurrence, ça prend la forme donc de ce grand triomphe, avec une Vierge à l'enfant, que j'ai un peu de mal à qualifier comme ça, plutôt cette figure allégorique féminine accompagnée d'une sorte presque de poutot, de jeune enfant, trônant sur un grand char de triomphe tiré par des licornes, qui est en train d'écraser des ouvrages, qu'on imagine être des ouvrages réformés, et qui s'apprête également à terrasser l'hydre que l'on voit représenter sur la gauche, cette bête monstrueuse avec ses nombreuses têtes.
Et cette interprétation de l'iconographie n'est pas du tout de mon fait. En fait, c'est écrit sur la banderole dorée qui est au-dessus du petit personnage qui accompagne l'allégorie féminine, où il est écrit en latin qu'ils sont en train de triompher de l'hérésie. Et ce qui est intéressant, c'est de noter également que si le char de triomphe est tiré par des licornes, ce qui est relativement classique dans ces iconographies, parce que la licorne a notamment des vertus de pureté, de chasteté, c'est également un élément des armoiries de la ville d'Amiens, tout comme le lierre, la branche de lierre, que l'on voit couronnant les deux petits personnages dorés qui chevauchent les licornes, qui sont également l'un des meubles principaux des armoiries de la ville d'Amiens. Donc on a l'impression que le maître de la confrérie de cette année-là suggère à la ville d'Amiens personnifiée, sous les traits de cette allégorie féminine, de triompher de l'hérésie et donc de traduire dans la politique municipale son souhait d'ardent catholique, maître de la confrérie du Puy, de faire disparaître la réforme de la région d'Amiens. Le début du XVIIe siècle, et spécifiquement le règne d'Henri IV, est l'une des périodes qui est, encore une fois, relativement riche en témoignages de la commande des Puys d'Amiens, parce qu'entre 1600 et 1605, on conserve 4 tableaux complets et le fragment d'un 5e tableau, et aussi un certain nombre de descriptions textuelles qui nous permettent d'avoir une idée de ce à quoi ressemblaient les puits disparus pour cette période-là. Et c'est également une période très intéressante pour nous, parce que c'est la première fois que l'on arrive à faire coïncider un tableau subsistant, le puits de 1600, avec l'archive de sa commande conservée, passée devant notaire, donc entre le maître de cette année-là et un artiste, un peintre amiénois, un certain Mathieu Prieur, qui est relativement méconnu parce qu'apparemment il n'a jamais vraiment quitté Amiens et parce qu'on ne lui connaît finalement que les puits d'Amiens, pour celui-ci donc attesté par une archive et pour ceux des années suivantes qui lui sont rendus par leur style qui est assez uniforme dans ces années-là. Alors ce Mathieu Prieur, il est intéressant parce qu'outre cette archive de la commande, on lui connaît également une autre archive qui est son inventaire après décès, ce qui évidemment est toujours un document très précieux pour les historiens. Et en l'occurrence, on sait qu'en 1619, donc au moment de sa mort, il conserve un peu plus de 600 portraits peints et dessinés dans son atelier, qui représentent certainement une bonne partie de sa carrière de portraitiste de la notabilité amiénoise. Et quand on voit le tableau de 1600, évidemment ce n'est pas très étonnant, on voit que dans ces puits, c'est tout début du XVIIe siècle, ce qui prévaut c'est le portrait. L'iconographie autour de la Vierge à l'enfant a pris une part relativement réduite et on n'est plus du tout dans ce qu'on pouvait voir un peu moins d'un siècle avant, avec des compositions très riches autour de la Vierge. Là c'est vraiment le portrait collectif, avec évidemment la Vierge à l'enfant, parce que c'est elle le sujet malgré tout du tableau, mais si on peut dire relégué dans les parties hautes et à laquelle on laisse beaucoup moins de place. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc que l'élite du temps veut se faire portraiturer et se faire portraiturer faisant corps autour du souverain. Parce qu'une des choses caractéristiques aussi de ces puits des années 1600, c'est l'omniprésence du portrait du roi, donc Henri IV en l'occurrence, que l'on voit flanqué de grands officiers, donc le gouverneur d'Amiens et le gouverneur de la province de Picardie, entourés de tous ces sujets, comme une sorte d'idéal politique mis en peinture qui est le pouvoir royal gouvernant donc le royaume, mais appuyé sur ces relais locaux que sont les notabilités et notamment les corps municipaux, les échevins, dont font partie la plupart des représentants de la confrérie dans ces années 1600. Ce sont également des tableaux intéressants parce qu'on appréhende en quelque sorte la manière dont pouvait travailler ce peintre, Mathieu Prieur, qui faisait naturellement certainement poser les notables amiénois, mais qui, pour les autres portraits, en particulier le portrait du souverain, avait recours à des gravures. C'est une époque de circulation intense de la gravure et en particulier de circulation intense de l'image du roi, un moment en plus où une nouvelle dynastie se met en place et on a pu rapprocher des portraits gravés d'Henri IV circulant dans ces années toute fin du XVIe siècle, tout début des années 1600 et les représentations du souverain dans les tableaux amiénois, et la correspondance est assez évidente. On voit également que Mathieu Prieur, s'il est un très bon portraitiste, ce dont témoignent ces tableaux-là, il ne doit pas avoir un génie sans limite pour ce qui est des parties de composition haute, donc autour de la Vierge à l'enfant. Et en particulier, le cas du puits de 1600 est assez emblématique parce que vous voyez donc cette grande Vierge à l'enfant représentée devant une ville, et qui est la Jérusalem céleste. Et cette représentation de la Jérusalem céleste est tirée de manière
quasi explicite d'une gravure fameuse, une gravure due à Martin de Vos, un grand graveur anversois de la deuxième moitié du XVIe siècle. Et là on voit, en comparant la gravure et son interprétation peinte, que le peintre l'avait forcément dans son atelier. Et donc il devait choisir dans le fond de gravure qu'il possédait celle qui lui permettrait de donner corps à l'iconographie souhaitée par le maître, qui en l'occurrence ici, c'est assez amusant, a un lien direct avec le patronyme du commanditaire qui s'appelait Louis de Villers, et il avait commandé la représentation d'une ville en l'air. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça plaisait beaucoup à l'époque. Et donc là, pour représenter cette ville en l'air, eh bien, Mathieu Prieur a eu recours à cette gravure et ensuite a laissé libre cours à son talent principal, qui était donc celui de représenter toute l'élite amiénoise au pied de la Vierge. Après les tableaux de Mathieu Prieur, dont on a parlé tout à l'heure, on passe dans les années 1620 à une période un peu charnière de l'histoire de la confrérie, parce que c'est celle qui est à la fois marquée par un relatif déclin, et puis on a l'impression un relatif désintérêt de certains commanditaires pour la commande artistique. Et en particulier, on voit qu'on se met à commander des choses qui ne sont plus des tableaux, mais par exemple des objets d'orfèvrerie, à un moment où l'histoire de la confrérie est un tournant, mais également un moment où on voit apparaître des commandes extrêmement prestigieuses, extrêmement fastueuses, qui marquent un renouveau de la commande artistique. Et le Puy de 1634-1635 en est l'un des grands représentants. C'est un puits un peu particulier en plus parce que, comme vous le voyez, il a une date double, et en fait c'est lié au fait qu'il était commandé par deux maîtres successifs, 1634 et 1635 donc, reflétant une commande qui a dû être particulièrement coûteuse et donc qui devait être difficile à assumer pour un seul maître, et qui a constitué non seulement dans la commande d'un grand tableau, mais également de tout son environnement architecturé et sculpté qui est toujours en place à la cathédrale d'Amiens, qu'on appelle le pilier vert, qui est l'un des piliers à gauche du chœur de la cathédrale. Et ce tableau prenait place donc dans cet environnement sculpté. Et une particularité, c'est qu'il n'est pas du tout l'œuvre d'un peintre amiénois, comme c'était le cas jusqu'alors, mais d'un peintre, au contraire, tout à fait installé et réputé, qui est Claude Vignon. Donc Claude Vignon, c'est un peintre d'origine tourangelle, mais qui a notamment fait le voyage en Italie, qui s'est formé là-bas et qui est revenu à Paris, où il a un atelier florissant. Et les maîtres, justement, vraisemblablement pour offrir un nouveau lustre à la commande de la confrérie, se tournent vers ce peintre parisien et lui commandent ce grand tableau que vous avez ici. Donc le puits en tant que tel, c'est la grande version, et la version amputée, parce qu'elle a souffert du temps, amputée de sa partie basse et de sa partie haute. Et ce grand tableau, comme vous le voyez, représente une Vierge, alors plus une Vierge à l'enfant cette fois, mais une Vierge de pitié avec le Christ mort, environné du roi. On reconnaît assez bien la figure de Louis XIII et du portrait des commanditaires sur la droite. Le tableau a été amputé, mais par une chance assez unique, on connaît une copie réduite du même tableau qui a été donc commandé au même Claude Vignon en 1634, commandé par le maître de 1634 justement. Et cette copie réduite, qui est aujourd'hui conservée au musée de Picardie, alors que la grande version est conservée à Notre-Dame de Versailles, cette copie réduite a l'immense mérite pour nous de nous représenter la composition dans son intégralité. Donc avec les parties basses, où on voit en particulier les deux petits angelots qui tiennent un cartouche, où on apprend que c'est un puits, et la partie haute où on voit Dieu le Père, et aussi où on voit peint cet environnement sculpté, cet environnement monumental dont je parlais tout à l'heure. Et donc ce puits matérialise vraiment le recours à des peintres qui ont une notoriété bien plus grande, qui dépasse largement les frontières picardes, et également un intérêt de plus en plus fort pour la sculpture, parce que cet environnement sculpté, il est l'œuvre d'un sculpteur particulièrement important pour l'histoire de la confrérie, qui est Nicolas Blasset, très grand sculpteur, principal sculpteur de la première moitié du XVIIe siècle à Amiens, qui est actif des années 1620 aux années 1660, qui est lui-même maître de la confrérie en 1625, à qui l'on commande dans ces années-là justement un peu plus d'une dizaine de puits qui sont presque tous encore présentés à la cathédrale et qui sont parfois de la sculpture d'accompagnement de tableau, mais parfois même de la sculpture qui, en tant que telle, représente des puits d'Amiens. Donc voilà, une période de tournant où la peinture prend un grand essor, enfin en tout cas, la commande prend un essor nouveau et la sculpture prend une place de plus en plus importante.
Alors si la date de 1723 a vraiment marqué un coup d'arrêt à la production artistique de la confrérie, avec cette évacuation de la majeure partie des œuvres de la cathédrale, malgré tout la confrérie survit au XVIIIe siècle, mais en ne faisant plus que des choses finalement relativement accessoires pour notre propos, c'est-à-dire célébrer des offices. Elle disparaît définitivement à la Révolution française, mais l'histoire des puits n'en est pas pour autant finie, parce qu'évidemment, après la Révolution, apparaît le temps de la redécouverte du patrimoine médiéval, et évidemment les puits d'Amiens intéressent tout particulièrement les amateurs, les collectionneurs et les érudits du XIXe siècle, et parmi ceux-ci, un personnage est important pour notre histoire, c'est la duchesse de Berry. Donc vous avez un portrait juste ici. La duchesse de Berry, qui est donc la belle-fille de Charles X, l'épouse du duc de Berry, et la mère de l'héritier au trône, mais également une femme très versée dans les arts, et en particulier l'une des grandes amatrices d'art médiéval, qui fait beaucoup pour la propagation en France du goût troubadour de l'art néogothique. Alors, le Louvre nous a prêté un exceptionnel coffret à bijoux qui témoigne parfaitement de ce goût pour le Moyen-Âge, pour tout ce répertoire ornemental tiré des œuvres médiévales. Et cette duchesse de Berry, en 1825, visite Amiens, et l'évêque d'Amiens lui propose les puits d'Amiens des années 1520, donc les puits avec les encadrements monumentaux en chêne, justement caractéristiques du gothique flamboyant. La duchesse de Berry accepte, elle laisse les panneaux à Amiens. En revanche, elle emporte les grands cadres, les 5 grands cadres, elle les emporte et elle les dépose dans son château de Rosny, à quelques kilomètres de Paris, dans lesquels elle a notamment sa collection personnelle. Et évidemment, les hasards de l'histoire font qu'elle n'a pas le temps d'aller au bout de son idée, parce qu'en 1830, la famille royale est chassée, Louis-Philippe monte sur le trône, donc les cadres restent à Rosny, sans destination particulière, mais la Société des antiquaires de Picardie, qui est la société savante locale, évidemment ne les a pas du tout oubliés et souhaiterait les récupérer pour en faire des œuvres du musée qu'elle souhaite fonder à Amiens. Qu'elle sollicite la duchesse de Berry, qui accepte d'en rendre 3, mais les 2 derniers, elle refuse de les donner. Elle les conserve comme un précieux témoignage justement de l'amour des Français auquel elle était si attachée, surtout depuis son exil. Et ces 2 derniers cadres ont une histoire relativement rocambolesque, parce qu'après avoir quitté Amiens pour Rosny, ils vont de Rosny à Venise, où elle a vécu une partie de son exil. Donc pendant une vingtaine d'années, ils ont été hébergés et montrés dans un grand palais vénitien le long du Grand Canal à toute l'élite aristocratique qui venait voir la duchesse de Berry. Et c'est finalement toujours la même Société des antiquaires de Picardie, mais 20 ans plus tard, qui parvient à faire revenir les 2 derniers cadres à Amiens en les rachetant au comte de Chambord, donc le fils de la duchesse de Berry, qui pour éponger les dettes de son beau-père, du second mari de la duchesse, est obligé de vendre toute sa collection et accepte de les vendre à un prix, disons, amical à la Société des antiquaires de Picardie. Et finalement, l'ensemble de ces 5 cadres extraordinaires peut regagner le musée d'Amiens, tandis que les panneaux, eux, sont encore à l'évêché. Et finalement, il faut encore attendre de nombreuses décennies pour qu'ils se rejoignent définitivement en 1907, à l'issue de la séparation de l'Église et de l'État, où les panneaux sont donc déposés au musée de Picardie. Et depuis cette époque, donc depuis un peu plus d'1 siècle, panneaux et cadres ont pu se rejoindre et forment l'un des joyaux de la collection de peinture ancienne du musée d'Amiens. La commande de la confrérie du Puy Notre-Dame connaît un nouvel essor dans la première moitié du XVIIe siècle, et c'est le fait notamment d'un homme qui est Nicolas Blasset, sculpteur de son état, mais également maître de la confrérie en 1625. Et ce Nicolas Blasset, par son talent et puis par sa présence à Amiens, incite bon nombre des maîtres, donc de ses confrères, à lui commander des œuvres. Ces œuvres-là sont conservées toujours à la cathédrale d'Amiens, et évidemment, dans le cadre de notre exposition, il n'était pas question de dépouiller la cathédrale pour orner le musée, et donc elles sont toujours visibles sur place. Et à défaut de pouvoir montrer les sculptures elles-mêmes, on montre un précieux document qui est ce dessin-là, un dessin préparatoire, le seul connu de la main de Nicolas Blasset, qui nous montre au passage que c'est également un très bon dessinateur, qui est par chance un dessin préparatoire pour l'un des puits d'Amiens, le puits de 1655, qui représente, vous voyez, une annonciation. Ce puits est toujours conservé, il a
un peu changé de place, mais il est toujours conservé dans cet état-là à la cathédrale d'Amiens. Et il fait partie de la dizaine depuis commandés à Blacé, toujours présents en place, puis qui ont, contrairement aux tableaux, qui n'ont pas été endommagés par les chanoines du XVIIIe siècle, parce qu'évidemment, cette sculpture plaisait encore à peine un siècle plus tard au clergé de la cathédrale. Donc ils ont connu diverses histoires, ils ont été légèrement déplacés dans l'édifice au gré des rénovations des chapelles au XVIIIe siècle, mais néanmoins ils permettent encore aujourd'hui de pouvoir admirer un peu plus d'une dizaine de témoignages de cette extraordinaire commande artistique dans les lieux qui ont abrité la vie de la confrérie pendant plus de 3 siècles. Et c'est évidemment, on ne saurait trop inviter les gens qui viennent voir l'exposition au musée de Picardie de compléter leur visite par celle de la cathédrale, parce que naturellement, voir les lieux où tout ça s'est passé est indispensable. Et donc évidemment, on invite les gens qui auront vu l'exposition à Amiens d'ici le 10 octobre, date de la fin de l'exposition, à aller compléter leur visite à la cathédrale, pour laquelle on a également conçu un petit livret de médiation qui permet de faire une visite spécifiquement consacrée au puits dans l'église Notre-Dame.